bien, premier lundi du mois de février. C'est ensemble que nous démarrons cette semaine, ce mois et surtout ce lundi. Bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir et surtout dans un canal exclusivement dédié pour vous permettre d'avoir une belle journée et surtout une belle semaine. Nous sommes deux. Et oui, la lumière est à côté de moi. Bonjour ma belle. Bonjour, bonjour. Heureuse de te retrouver et de vous retrouver également, chers téléspectateurs. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, tout simplement, pour posséder ce deuxième mois de l'an 2021. Avec nous, nous parcourrons plusieurs informations qui assurément vous feront sourire au mois de décembre, car nous avons décidé de vous prendre en charge durant ces 12 mois à venir. On parlera en fin d'émission d'investissement, vous l'aurez compris, et c'est sûr qu'il faut prendre des notes pour pouvoir en saisir toute l'essence. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous êtes à Matin Bonheur et on démarre tout de suite avec la couleur du temps. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera relativement froide en présence de l'harmattan dans les parties nord. Le centre et l'est du pays observeront une faible sensation d'harmattan et sur le littoral et le sud forestier, la matinée débutera par un temps de brouillard ou de brume humide et par la suite, le temps y sera généralement nuageux. Passons aux températures, le mercure affichera 26 degrés à Abidjan, 25 à Diaké, 22 degrés à Bondoukou et Boaké, 23 à Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 23 à Gagnoa, 18 degrés à Korogo, 16 degrés à Mont et Odiéné, 24 à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 22 degrés à Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, dans le nord, le temps sera chaud et marqué par l'harmattan avec une sensation d'air sec. Dans la bande centrale, la remontée des vents humides atténueront l'effet des vents secs et sur le littoral et le sud forestier, le temps chaud et humide favorisera le développement d'orages isolés, parfois accompagnés d'averses de pluie. Côté température, le mercure affichera 32 degrés à Abidjan et à Diaké, 35 degrés à Bondoukou à Boaké, 34 à Daloa et Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 35 à Korogo, 31 degrés à Mont, 34 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 34 à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et très belle journée à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Après analyse de plus de 1000 dossiers de candidature, la Commission électorale indépendante, CEI, rend public la liste des candidats retenus pour les législatives du 6 mars prochain. Le point de Alexis Vaudraogo. Ce dimanche, à la Commission électorale indépendante, le président Cuibert rend public la décision portant publication de la liste provisoire des candidats retenus pour les législatives 2021. Sur quelques 1292 dossiers de candidature déposés, un revirement et plusieurs désistements actés par la Commission. Considérant que, conformément au code électoral, le candidat ou la liste de candidats peut se retirer de l'élection même après la publication de la liste définitive des candidats, qu'il y a lieu de donner aux susnommés acte de leur désistement. Considérant que Dame Kayo Slaa Clarisse, candidate indépendante dans la circonscription électorale numéro 199 Benouye, Goulaleu, commune sous-préfecture, a exprimé sa volonté de ne plus se présenter en qualité d'indépendant, mais plutôt sous la bannière du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, qu'il y a lieu de lui en donner acte. On note aussi des rejets de candidature n'ayant pas respecté les conditions d'éligibilité. Considérant que sur la conformité à la loi de la composition des dossiers de candidature reçus par la Commission électorale indépendante,
il résulte des dispositions de l'article 82, alinéa 1, que toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la commission chargée des élections. Qu'à l'issue de l'examen des dossiers des nommés Zama Jean-Luc, Tabita Janvier Rodrigue, Nion Nikez Nyene, Lolo Ake Jules, Douaï Nessemon Bobby Ferdinand et Aye Yapobi Guillaume Valor. Et le ressort que la composition des dossiers des susnommés n'est pas conforme à la loi. Considérant que, sur l'éligibilité, le code électoral prescrit que pour être retenu sur la liste des candidats aux élections des députés, il faut en remplir les conditions. Qu'il ressort de l'analyse des dossiers de messieurs Zahar, Guénois, Michel, Dago, Tobias, Fabrice, Auguste, Loïc, Seri, Boli, Michael, Didier, Bogi, Ndrin, Gatien, Zahabi, Pacom, Hervé, Koulibaly, Suleiman, Conan, Jean de Dieu, Damana, Adia, Katina, Kone, Justin, des causes les rendant inéligibles. Parmi ces causes, absence d'extrait de naissance, de casier judiciaire et entre autres certificats de résidence. Sur le quota de 30% dédié aux femmes, le président de la commission électorale indépendante se veut confiant. Ibrahim Cuibière espère en une élection plus apaisée. Tous les partis politiques sont représentés, tous les partis politiques ont déposé leur candidature et tous entendent participer aux élections. Donc nous pensons que ça sera plus apaisé. Le président de la CEI s'est assuré par la suite du bon affichage de la liste provisoire, conformément aux dispositions prises par la loi. Les candidats ont à compter d'aujourd'hui 8 jours pour d'éventuels recours. En téléphonie, numérotation à 10 chiffres, ça y est, c'est fait. L'opération de basculement prévue se tenir du samedi 30 au dimanche 31 janvier a été lancée entre minuit et 5 heures du matin dans les centres d'opération et de veille déployés par les opérateurs et le régulateur. Les acteurs ont travaillé d'arrache-pied toute la nuit pour conduire cette opération. Je vous retrouve à 7 heures pour d'autres informations. Bien sûr, merci beaucoup pour toute cette précision. Voilà. Allez, merci aussi à vous de nous rejoindre. Si vous venez de le faire à l'instant, vous êtes à Matin Bonheur et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir. C'est une belle semaine que nous démarrons ensemble et surtout c'est un mois de février que nous souhaitons agréable pour nos téléspectateurs. Et tout à fait, à l'instar de tous les mois même de cette année 2021, nous ferons notre part pour vous apporter dès l'aurore l'essence, sinon la substance qui vous fera avoir une valeur ajoutée. Donc, il ne faut jamais manquer un numéro de Matin Bonheur. Cela dit, on a envie de vous partager quelques informations. Voilà, toujours dans le cadre de nous enrichir les uns les autres. On part aujourd'hui du côté du Burundi. Mais avant ça, on a un an calendaire à célébrer pour ce 1er février. Et oui, le 1er février, nous célébrons les Saintes et là, sinon, le prénom du matin ou les prénoms du matin nous amènent au Burundi, où la fille, vous pourrez l'appeler bien Nana, qui signifie la pomme. Voilà, une belle pomme chez vous à la maison, c'est pas mauvais. Ouais. Oui, la pomme d'amour. La pomme d'amour, merci, parce que nous sommes aussi dans le mois de l'amour. Et les garçons, on parle de Edi, qui veut dire protège. Exactement. Et donc, on va se déployer ailleurs et quitter Bujumbura ou, si vous voulez, Jigata, les deux capitales, comme l'on a aussi chez nous, et rester sur le continent pour partager avec vous ce beau proverbe, à savoir le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. Il faut éviter de dire des contre-vérités, car on finit toujours par être rattrapé. Et là, c'est une vérité qui est franche, car ils sont nés en ce 1er février d'une certaine année. Bien sûr. Et nous avons chez nous en Côte d'Ivoire, pour commencer, lorsqu'on parle de naissance, eh bien, une autorité, le ministre Laurent Tchagba, il est ministre de l'hydraulique. Il a un an de plus aujourd'hui. On en profite avec toute l'équipe de production, de réalisation. Eh bien, merci à la réalisation qui nous permet d'avoir son image. Voilà. Et donc, joyeux anniversaire à vous, cher monsieur le ministre. On pourrait se permettre de dire joyeux anniversaire Clo-Clo, parce qu'on a essayé de fouiller et aller dans son intimité grâce aux informations qu'on a recoupées. C'est son petit surnom
qui lui est donné par les siens. Il est né un 1er février 1939 et voilà, on lui souhaite un bel anniversaire. Vous avez ici la photo de monsieur Moche Michael Brandt, dit Mike Brandt, et il est né dans la nuit du 1er au 2 février 1947 à Famagoust. Il est mort le 25 avril 1975. Là, on a Mike Brandt. Maintenant, on se souvient de cette chanson sortie en 1970. Hein, Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi... Enfin, j'ai pas une belle voix, désolé. Toute une nuit? Ben oui. Si ce n'est qu'une nuit, pas la peine. Hein. Laisse tomber. On peut faire plus. Alors, voilà, joyeux anniversaire à toutes ces personnes-là qui sont parties et celles encore qui sont avec nous. Joyeux anniversaire à elles. Alors, nous, on part pour vous envoyer un petit reportage signé Gabriel Zani. On a une unicité de pensée dans cette émission. Vous comprendrez à Instant Vérité quand elle sera là. Et pour l'heure, on part pour vous distiller le reportage du quota des 30% de femmes dans les partis politiques à l'heure de ces législatives. Qu'est-ce qui est fait réellement? La loi est bonne, mais dans la réalité, son application pose problème à certains partis politiques. Le quota de 30% de femmes sur les listes électorales les embarrasse à l'orée des législatives du 6 mars prochain. Nous avons déposé une soixantaine de candidatures et nous avons globalement une vingtaine de dames en tant que titulaires et suppléants. Parce que le décret d'application met en évidence ces aspects-là. Ce qui nous rapproche des 30%, je dirais globalement. Mais il ne faut pas exclure que ça n'a pas toujours été facile pour atteindre ces différents niveaux. Vous prendrez une dizaine de circonscriptions, vous en aurez peut-être une ou deux où des femmes vont se manifester. Alors comment on fait dans ce cas-là pour avoir 3 candidats sur 10? C'est une question difficile à traiter. Nous avons des candidatures, évidemment, nous allons essayer de donner la préférence aux femmes. Difficile équation pour des partis de l'opposition qui imputent à plusieurs facteurs leur difficulté à trouver des femmes. Avoir 30%, ce n'est pas ça le problème, mais on ne choisit pas le candidat, c'est le candidat lui-même qui vient à nous parce qu'il a décidé dans sa région de vouloir travailler pour ses parents et tout. Donc pour nous, c'est ça le gros problème. Il faut pouvoir inciter les femmes à venir. Nous avons beaucoup de dames qui sont des entrepreneurs, mais qui considèrent encore que prendre les premières positions au niveau des partis politiques est une situation qu'elles doivent analyser. Ces partis affirment avoir été pris de court par le décret d'application de la loi de 2019 sur la représentation des femmes dans les assemblées élues. Le décret pris en novembre 2020, donc pas de temps suffisant pour préparer les femmes. Il indexe aussi le manque de promotion de la loi. Mais pour cette candidate de l'opposition responsable de partis politiques, il n'y a pas d'excuse en la matière. On a des difficultés que quand on n'a pas pris les dispositions. Nous étions en train de faire cette loi et comme nous étions impliqués, donc nous avons eu le temps de nous préparer et de préparer les femmes aussi. Parce que quand certains partis politiques ne peuvent pas avoir de femmes en leur sein, c'est qu'ils n'ont pas préparé. Ils ont attendu au dernier moment pour maintenant vouloir avoir des femmes. Évidemment, quand tu attends longtemps, que tu n'as pas pu préparer des femmes, tu n'en auras pas. Le RPCP d'Henriette Lagou présente 15 candidats, dont 7 femmes. Pour elle, la chance doit être donnée aux femmes pour affirmer leur leadership. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à avoir cette position. Les femmes peuvent aller compétir aussi comme les hommes. Parce qu'elles ont les compétences, elles ont tout ce qu'un homme peut avoir pour participer au développement d'un pays. On doit essayer d'équilibrer un peu le nombre de représentants. Et ça doit commencer par l'Assemblée nationale. Dans ces législatives, les femmes ont tenu à se faire entendre. Certaines ont saisi l'ONEG, l'Observatoire de l'équité et du genre, à l'effet de plaider afin qu'elles soient retenues sur les listes. Nous-mêmes, en tant que structure gouvernementale, Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et toutes les organisations féminines de Côte d'Ivoire, nous nous sommes fait l'écho de la vulgarisation de cette loi de manière à ce que les partis politiques comprennent que les temps ont changé et qu'il est temps que la Côte d'Ivoire relève le déficit de femmes au Parlement, dans les assemblées élues, et qu'il leur fallait absolument tout mettre en œuvre pour appliquer cette loi.
L'ONEG et des organisations féminines se portent aux mandataires des femmes auprès des institutions comme le Conseil constitutionnel, la Commission électorale indépendante pour faire respecter la loi. On attend des partis politiques d'associer à leur politique, à leur volonté de vouloir diriger la Côte d'Ivoire, d'associer les femmes à ce programme-là. Parce que seuls, ils ne peuvent pas, les hommes bien entendu, ne peuvent pas gérer la Côte d'Ivoire. Donc nous nous attelons en tant qu'organe chargé de l'organisation des élections à appliquer cette disposition-là, de sorte que ne seront reçus que les dossiers comportant 30% de candidatures féminines. Il y a 3 dispositions en vigueur sur la promotion des droits politiques de la femme. La loi de 2019 portant sur le quota de 30% de femmes dans les assemblées élues, le décret d'application de cette loi et le code électoral. Opposés sur beaucoup de sujets, les points de vue des partis politiques convergent cette fois-ci sur la question de la femme. Ils veulent une application souple et progressive des dispositions. Le code électoral dit que seules les circonscriptions à plus de 2 sièges verront la participation de 30% des femmes. Ça veut dire que dans une circonscription où il y a 3 sièges, il faut une femme. Au RHDP, le cri des femmes a été entendu après des arbitrages au comité électoral central. Dans toutes les circonscriptions où nous avons plus de 2 sièges, le RHDP a respecté le quota de 30%. Mieux, dans plusieurs circonscriptions, le RHDP a réalisé un taux de 50% de présence des femmes. 74 femmes retenues sur la liste RHDP, 39 titulaires et 35 suppléantes sur 255 dossiers de candidature. La tâche n'a pas été aisée. Ce que nous voulions, c'est qu'il y ait au moins 74 femmes candidates titulaires, mais on n'avait seulement que 72 candidates. Le choix n'a pas été facile du tout au niveau de la base. Et c'est la raison pour laquelle toutes les femmes désignées déjà en région et qui ont été proposées au comité électoral central, elles ont toutes été retenues. Les listes déposées, les commissaires de la CEI les épluchent pour examiner la recevabilité des dossiers de candidature des partis politiques. Appliquer la loi sur la représentation des femmes permettra au pays d'améliorer ses classements mondiaux en ce qui concerne la promotion des droits politiques de la femme. Voilà une représentation vivement souhaitée, le respect du quota de 30% des femmes des assemblées élues au centre des préoccupations des législatives 2021. Vous avez vu à travers ce reportage des interventions très importantes. Et nous aurons dans cette émission, avant la fin de Matin Bonheur, Gabrielle Zani d'Instant Vérité en compagnie de Mme Yaya Fanta Kaba-Fofana, secrétaire exécutive de l'Observatoire de l'équité et du genre, qui sera l'invitée de Instant Vérité aujourd'hui. On passe à un autre reportage qui nous emmène dans le domaine de l'enseignement. Une incursion dans l'enseignement islamique il nous présente les réalités de ce secteur, surtout en termes de débouchés. On regarde. Quartier Paillé, dans la commune d'Adjamé, Noura Konsimbo et ses sœurs se préparent pour la prière du matin. Élèves dans une école confessionnelle islamique, les sœurs Konsimbo se prêtent à cet exercice tous les matins avec les autres membres de la famille. La prière terminée, place à la révision des sourates en français et en arabe. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je comprends plus l'arabe que le français. Je demande de l'aide à mon maître de maison pour bien parler le français. Je veux devenir infirmière pour pouvoir soigner les gens. Moi, je suis dans une école. Dites en français. Je l'aide quand elle a des difficultés à lire des mots en français. Elle aussi, elle m'aide souvent quand j'ai des difficultés à lire en arabe. La révision est supervisée par le père Ousmane Konsimbo. Pour lui et ses épouses, l'enseignement confessionnel islamique est doublement bénéfique. Très important de réviser parce que c'est notre devoir. On a tendance à ne pas avoir le temps. Voilà, on n'a jamais le temps. Et donc, mettre l'enfant à l'école confessionnelle facilite la tâche au père de lui apprendre sa religion. Après la bénédiction finale, direction l'école à quelques kilomètres de la maison. Avec un effectif de 217 élèves,
cet établissement confessionnel islamique a ouvert ses portes en 2007 avec l'enseignement coranique. Depuis 2013, l'école a été intégrée dans la réforme du système éducatif qui prend désormais en compte le programme national d'éducation. Une usine de produits chimiques est construite après. Elle refuse du monde aujourd'hui, faute de place. Dans la commune de Treichville, l'école Sabiloul Khairi est également conformée à la réforme depuis la maternelle dans un meilleur décor en termes d'infrastructure. Chaque classe a 2 enseignants pour les 2 programmes et la combinaison semble marcher. Ils savent lire en arabe comme les alphabets d'arabe. Je suis chrétienne. On les apprend à chanter, à compter en français. Parce que moi, je fais français. Le matin, nous faisons le programme officiel et les après-midi, nous faisons l'enseignement religieux. Puis notre agrément en 2014, le programme est exploité à temps. L'école reçoit ce jour la visite des responsables de l'OESI, l'Organisation des établissements confessionnels islamiques. Elle œuvre à structurer ce système éducatif depuis 1997. Quand l'année tire à sa fin, nous organisons les examens internes. Voilà, pour décerner des diplômes islamiques et arabes à nos élèves. Et en plus de ça, maintenant nous présentons aussi les enfants au CEP, au BEPC comme au bac. Des efforts ont cet été faits par l'OESI pour améliorer le système éducatif, mais des difficultés demeurent. La plupart de nos enfants, quand ils ont le CEP, il n'y a pas beaucoup de collèges et lycées islamiques. Donc le ministère est obligatoirement demandé d'orienter ces enfants-là dans les écoles laïques. Ça fait que les études islamiques et la formation islamique s'arrêtent. Donc à chaque fois, nous sommes en recommencement. Le cap du primaire passé, les élèves sont attendus pour le secondaire, mais se pose la question de l'insuffisance des infrastructures d'accueil. L'école confessionnelle Aboudraman Traoré, toujours dans la commune d'Abobo, est reconnue pour prêter main forte à ses élèves. Je suis au niveau de la 6e. Ça se passe comment? Ça se passe bien. Je veux enlever les enfants de la rue, m'occuper des enfants orphelins. J'aimerais être un cadre de ce pays. Maintenant, bon, sur le plan religieux, je veux être un modèle pour les autres, mes frères musulmans. Le pays compte à ce jour 3400 structures islamiques d'éducation. Elles bénéficient d'un accompagnement du ministère de l'Éducation nationale. Idrissa Kouyaté, directeur du Centre national des matériels scientifiques, est en charge de la question. Dès que les programmes sont appliqués, nous aidons donc l'école à parfaire les autres champs qui restent, c'est-à-dire les infrastructures, la pédagogie, les ressources humaines, parce qu'il faut avoir des enseignants capables de donner les enseignements du programme officiel. Et il est le même pour tous les élèves, qu'ils soient dans l'école publique, ou dans l'école privée laïque, ou dans l'école privée confessionnelle. Donc là, nous ne badinons pas là-dessus. Nous travaillons à accompagner ces structures qui sont proches pour que l'enseignement soit de qualité. Nous nous rendons à la Riviera Palmeraie à Cocody. La commune abrite l'une des 2 universités islamiques habilitées à former les étudiants après le bac. L'université musulmane africaine UMA qui renferme l'Institut de l'imama en Afrique. Dans cette salle de classe, les étudiants en licence 2 des filières imama, charia et communication sont en composition. Dr Arna Konaté, vice-recteur de l'université, est un produit de l'enseignement islamique. Il salue le progrès du système éducatif en Côte d'Ivoire, même si beaucoup reste à faire. À la question des débouchés, il répond. Les débouchés sont limités et surtout que ces débouchés, beaucoup de fois, ne sont pas des débouchés qui sont encouragés dans la société. Et personne ne veut avoir une vie misérable. Donc, c'est tous ces aspects qu'il faut réétudier pour que l'éducation islamique puisse aboutir à des spécialités et qui seraient vraiment bien pour
tous les étudiants qui viennent s'inscrire dans ce système-là. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est-à-dire le système fait merveille pour nous. Nos enfants auront l'accès à toutes les spécialités qu'il faut pour renforcer notre communauté et renforcer notre pays. Un peu plus loin dans la commune du Plateau, nous partons à la rencontre d'un génie de l'enseignement islamique. Parti de l'école coranique d'un petit village de Prikro dans la région du Ifou, Ahmed Kofi est aujourd'hui diplômé ingénieur en assurance de l'INPHB de Yamoussoukro. En stage dans une banque, il invite ses cadets à se démarquer. Après le CM2, donc l'obtention du CEP arabe, c'est là que j'ai été inscrit dans une autre école, cette fois-ci à Abidjan, du nom de Salaf Soleh. Et c'est à partir de là que l'aventure avec le français va commencer. Donc tout en suivant le cursus normal en arabe, il y avait un programme qui nous permettait en fait de faire le français. Donc c'est dans ce canal-là que j'ai pu avoir à la fois mon bac arabe et le BPC ivoirien. C'est vrai, c'est notre dîme, c'est notre devoir, c'est notre raison d'être d'apprendre l'islam et de la pratiquer. Mais il ne faut pas aussi négliger le côté professionnel pour ne pas se retrouver demain dans une situation peu confortable. Contrairement à Ahmed, Ibrahim Bamba, que nous retrouvons à Abobo PK18, n'a pu s'intégrer dans le tissu professionnel ivoirien avec sa maîtrise en psychologie obtenue en Arabie Saoudite. Problème, ses diplômes arabes ne sont pas reconnus. On est issu de l'école, même pas confessionnelle, de l'école franco-arabe. Voilà. Donc le bac que nous avions eu en Côte d'Ivoire, certes, ça nous permet d'étudier en Arabie Saoudite, peut-être même d'exercer en Arabie Saoudite, mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible, puisque le diplôme pris en compte en Côte d'Ivoire ici, c'est le diplôme de Côte d'Ivoire, ou du moins le bac. Donc, n'ayant pas le bac, j'ai vu toutes les portes, le bac ivoirien du moins, j'ai vu toutes les portes se fermer devant moi. Il faut pouvoir nourrir sa famille, une réalité qui conduit ce cinquantenaire dans le business du gaz butane à Abobo, en Okwa. J'appartiens à une génération perdue, voilà, qui a une compétence, mais qui est inutilisable. Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. Selon Ibrahim Bamba, ils sont plus d'une centaine d'étudiants revenus au pays après de longues études dans les pays arabes. Entre grands rêves et réalité du terrain, ils peinent aujourd'hui à mettre leur savoir au service de la nation. Pour eux, la réforme du système éducatif islamique est aujourd'hui une bouffée d'oxygène pour les 550 000 élèves actuels et pour les générations futures. Une porte ouverte à tous les corps de métier sans réserve aucune. Voilà, pluralisme des systèmes éducatifs académiques dans notre pays. Nous le rappelons, pays laïque. Donc sûrement une adéquation ou un réajustement pour les débouchés de toutes ces confessions-là. Alors, c'est un reportage signé de Bintou Pekele de RTI2. Nous, on passe maintenant pour la revue de presse avec celui qui est bien de notre rédaction de Matin Bonheur, Renaud Kobia. Bonjour Renaud. Bonjour Thierry. Ça va bien? Ça va, super, heureux de te retrouver. Ravi. Alors, on débute avec ce qui fait aussi l'actualité chez nous en Côte d'Ivoire. C'est la publication de la liste provisoire des candidats retenus pour les législatives du 6 mars prochain. Oui, bonjour Alix aussi. Et chaque titre de ce jour, il va de son commentaire. On démarre avec Le Patriote qui barre à sa une que tous les candidats aux législatives du 6 mars sont connus. Le confrère fait le point des dossiers déposés à la CEI et révèle le nombre de candidats, hommes et femmes, retenus pour ce scrutin. Et sur le même sujet, on va y mettre une autre couche avec le quotidien Le Matin. Oui, le confrère révèle la liste des 1266 candidats retenus pour les législatives lui aussi et souligne que tous les candidats du RHDP ont été retenus sans difficulté. Et on continue avec les commentaires relatifs à la liste provisoire des candidats retenus pour ces législatives. Oui, et on peut dire à ce sujet que certains journaux n'y vont pas du dos de la cuillère au vu de la une de l'Expression de ce jour. Selon le confrère qui s'intéresse aux candidats proches de Laurent Gbagbo, seuls ceux qui le méritaient ont été retenus.
Et justement, des candidats proches de l'ex-président ivoirien n'ont pas été retenus sur la liste provisoire. Ces candidats, ce sont Kone Katina et Damana Adia Pikas. Le rejet de leur candidature provoque des grognes selon la voix originale. Selon le confrère qui cite Kone Katina, en rejetant leur candidature, la CEI a dérapé. Il indique qu'ils vont saisir le Conseil constitutionnel. À noter que les candidats dont les candidatures ont été rejetées disposent d'un délai de 8 jours à compter de la date d'hier pour saisir le Conseil constitutionnel. Et laissons-nous emporter dans cette revue de presse par une belle histoire. Oui, c'est celle d'un père et de son fils, tous deux candidats. Oui, tout à fait. Cette belle histoire est campée par M. Moussa Diomandé et son fils unique Diomandé Gondo Guizavier, le père et le fils dont l'engagement politique est de promouvoir l'environnement et les valeurs sociales, espèrent bénéficier des votes des électeurs de la circonscription 190 Biancouma, Blapleu, Pata et Santa, communes et sous-préfecture où ils sont candidats. Et on reste toujours dans l'arène politique où Charles Blé Goudet dit tout sur les dernières décisions relatives à son parti. Oui, le président du COJEP, selon Soir Info, a fait le grand déballage ce dimanche à l'occasion de la rentrée politique de son parti. Intervenant par visioconférence, l'ex-ministre de Laurent Gbagbo, selon Soir Info, a donné les raisons de la sortie du COJEP de la plateforme de l'opposition dirigée par Henri Conan Bédier, sur les raisons aussi de la dissolution des instances du COJEP et sur d'autres sujets encore. Plus de précisions dans Soir Info de ce jour. Et l'intelligent d'Abidjan s'intéresse à un sujet qui nous intéresse tous aussi, c'est le basculement de la numérotation téléphonique en Côte d'Ivoire. Oui, le confrère révèle comment s'est déroulé le passage de 8 à 10 chiffres de la numérotation téléphonique dans notre pays. Pour tout savoir sur cette opération qui s'est déroulée, tout le monde le sait, dans la nuit du 30 au 31 janvier 2021, il faut lire l'intelligent d'Abidjan de ce jour. Et il y a eu des affrontements au quartier abattoir dans la commune de Port-Bouilly. Oui, c'est en fin de semaine dernière que des affrontements sanglants et une fusillade ont éclaté dans ce quartier de la commune de Port-Bouilly. Selon l'Infodrome, résultat des courses de ces affrontements qui, selon le site d'information, a concerné des jeunes de ce quartier, un mort et plusieurs blessés. Et on parle santé. Le quotidien d'Abidjan propose dans son numéro de ce jour un reportage sur la cirrhose de foie. Oui, le confrère livre des astuces santé pour freiner la propagation de ce tueur silencieux qu'est la cirrhose de foie. Pour tout savoir sur cette maladie et surtout comment freiner son évolution pour ceux qui l'ont déjà, il faut retenir le numéro du quotidien d'Abidjan de ce jour. Et on referme cette revue de presse comme à l'accoutumée avec le marché régional qui a refermé sur une note positive en fin de semaine dernière. Oui, malgré que la Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé la dernière séance en baisse, le marché régional referme sur un bilan positif en ce sens que 22 valeurs ont fini dans le vert, tandis que 6 ont fini dans le rouge. Les plus fortes hausses de la journée de ce vendredi ont été enregistrées par les valeurs Nei Seda, Côte d'Ivoire et Nestlé, tandis qu'à l'inverse, les décotes les plus importantes ont été réalisé par Total SN et Total Côte d'Ivoire. Les investisseurs, il faut le savoir, pour ce vendredi ont transigé à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA. Merci beaucoup Arnaud. Merci. Et c'est un mois très court de février qu'on te souhaite. Bon, on le souhaite à tous aussi. Comme janvier. Franchement. Merci beaucoup. Déjà, cette année, février, c'est 28 ou 29 jours? Ah ben, je crois qu'on en a... Année bissextile ou pas? Bon, on en a 28 approximativement. Bon. Sous réserve de vérification, parce que vous n'êtes pas très sûr. Tout à fait. En tout cas, il sera court, pas comme le mois de janvier. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, Renaud. On se revoit demain. Nous sommes de retour dans Matin Bonheur pour développer l'actualité internationale. Du football, championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021, le Maroc est en demi-finale. Hier, les Lions de l'Atlas, champions en titre, ont surclassé les Chipolopolo zambiens, 3-1. Suspendu par la commission d'éthique de la FIFA, l'ex-président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a été rétabli vendredi dans ses fonctions à la suite d'une décision du tribunal arbitral du sport, dans l'attente de son audience le 2 mars prochain. Dans le même temps, les 4 candidats à l'élection présidentielle de l'instance ont été validés. En Afrique du Sud, les pieds dans l'eau, malgré l'interdiction d'accès aux plages, des habitants de la ville du Cap protestent contre les restrictions sanitaires en vigueur dans le pays dues au coronavirus. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent, avec plus de 43 000 décès signalés et a connu une recrudescence de cas due à un variant contagieux du Covid-19.
Les experts de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui recherchent en Chine l'origine du coronavirus, se sont donc rendus dimanche au marché Yuanan de Wuhan, premier foyer connu de l'épidémie. Ce marché, où étaient notamment vendus des animaux sauvages vivants, est fermé depuis janvier 2020 et des gardiens n'ont laissé entrer que les véhicules du groupe d'enquêteurs de l'OMS. La justice néerlandaise a condamné vendredi un appel. Shell a versé des indemnisations dans un procès de longue date intenté par 4 fermiers nigérians. Des fermiers qui accusent le géant pétrolier de fuite de pétrole ayant gravement pollué 3 villages dans le delta du Niger. Le tribunal a jugé que la filiale de Shell au Nigeria était responsable des dommages résultant des déversements dans 2 des villages concernés. Le temps pour nous de vous donner d'autres informations. Il faut savoir qu'on reçoit Gabriel Zani sous peu, juste après Monsieur Paul Arnaud et Ekou dans la chronique Inforoute, avec qui on parlera des dispositifs d'éclairage et de signalisation du véhicule. Alors, pour Gabriel Zani, ce sera les législatives 2020. Quelle participation des femmes avec Madame Fanta Fofana Kaba, secrétaire exécutive de l'Observatoire national de l'équité et du genre. Mais pour l'heure, on passe à une autre phase. Oui. Voilà. Un peu de sport avant de poursuivre cette émission. C'est parti. Booster son énergie avec un bâton, c'était là l'illustration de cette séance fitness avec la coach Marie-Noël qu'on retrouvera sûrement très prochainement dans cette émission. Alors nous, on va passer maintenant à nos premiers échanges avec notre premier invité du jour, en la personne de Monsieur Paul Arnaud Ekou, expert en droit routier, pour parler, je vous l'annonçais tantôt, du dispositif d'éclairage et de signalisation du véhicule. Inforoute. Et il est dans ce studio, M. Paul Arnaud Ekou, maître Paul Arnaud Ekou, je dirais. Alors, Alix l'a dit tout à l'heure, et les dispositifs d'éclairage et de signalisation du véhicule. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thierry, bonjour Alice. Bonjour, M. Paul Arnaud Ekou. Ça s'est bien passé? C'est très bien passé. Super. On démarre la semaine donc avec vous. Alors, on part directement. En quoi consiste le dispositif d'éclairage et de signalisation du véhicule? On va appeler dispositif d'éclairage l'ensemble des éléments lumineux dans le véhicule qui vont permettre à l'automobiliste d'avoir une bonne visibilité de la route. Ils vont éclairer la route devant lui. C'est la première fonction, c'est ce qu'on connaît le plus. Mais on va aussi compter tout ce qui va permettre même à l'automobile d'être bien vu. Il y a des dispositifs qui doivent permettre de signaler la présence, des fois la dimension même du véhicule. On va aussi voir tout ce qui permet à l'automobile de signaler une manœuvre. Par exemple, les clignotants permettent de signaler le changement de direction. On va aussi utiliser même des fois des appels des phares. Et puis enfin, dans le dispositif d'éclairage et de signalisation, on va voir tout ce qui concerne l'éclairage du tableau de bord avec des témoins lumineux pour signaler l'état de fonctionnement du véhicule. Donc c'est cet ensemble-là qu'on appelle dispositif d'éclairage et de signalisation qui, je le dis, sont très réglementés et dont l'usage parfois est sanctionné par... Enfin, le mauvais usage est sanctionné par le code de la route. C'est vrai, vous allez nous rappeler, je suis sur l'article en vigueur. Mais avant, est-ce qu'on peut faire la différence entre éclairage et signalisation? Oui, tout à fait. Donc, tout ce qui est éclairage va permettre, comme je le disais, d'avoir une bonne vision, une bonne visibilité au loin, jusqu'à 150 mètres devant soi. Et tout ce qui est éclairage va permettre tout ce qui est signalisation, par contre, va permettre de signaler la présence de la voiture. Donc, il va avoir moins d'éclairage pour ne pas éblouir les autres usagers de la route, mais il va être positionné à des endroits qui permettent d'identifier la forme du véhicule, qui permettent aussi de signaler quelques manœuvres. Par exemple, quand on fait une marche arrière, les feux de recul vont s'allumer, c'est juste pour signaler la manœuvre, ce n'est pas pour éclairer. Donc la nuance, c'est qu'en fonction de l'intensité, de la luminosité qui va être déterminée par le code de la route, on va faire la différence entre ce qui va servir à éclairer la route et ce qui va servir à signaler la présence du véhicule ou de l'automobiliste ou de sa manœuvre sur la voie. Alors, faisons cette différence concrètement. Vous allez nous dire, quels sont ces éléments qui composent ces dispositifs d'éclairage et de signalisation? Concrètement, quels sont ces éléments sur nos routes? On va d'abord mettre l'accent sur l'éclairage. Oui. Généralement, on l'appelle le feu. C'est le langage courant, on appelle le feu. Il va avoir... Feu ou phare? Les deux se disent, mais le mot juridiquement reconnu, c'est le feu. Homologué? On part du principe que dans le temps,
C'est juste un rappel de l'histoire. Quand les véhicules existaient, qu'il n'y avait pas encore d'électricité, on mettait une lampe pour éclairer la route. Donc on a gardé le thème et puis bon, la loi s'en est appropriée. Et dans le langage, on a utilisé le phare, surtout lorsqu'on va utiliser certains projecteurs, certains feux qui vont très loin, en allusion aux phares qui servent à signaler au navigateur la présence d'un port ou d'un quai. Donc c'est juste par abus de langage qu'on utilise phare, mais on va dire les feux. Et les feux d'éclairage, il y en a 3 ou 4 qu'il faut connaître. Il y a les feux de route qu'on appelle communément les côtes phares, qui sont plus ou moins mal utilisés par les usagers de la route. On va avoir les feux de croisement, qu'on appelle généralement les phares, comme Alice le disait, ce sont les dispositifs d'éclairage. Les feux de la route, les feux de route, les feux de croisement et les feux de position, qu'on appelle généralement les veilleuses, mais qui souvent peuvent avoir des éclairages assez performants pour permettre de voir la route. Ça, c'est ce qui va concerner le dispositif d'éclairage. Et pour certains véhicules, surtout les poids lourds, on va avoir même des projecteurs qui vont venir compléter ces dispositifs-là. Et par contre, la signalisation, généralement, il va être à l'arrière du véhicule. Il va être à l'arrière du véhicule, l'éclair est moins fort. Le code impose qu'il ne dépasse pas une luminosité qui puisse dépasser les 30 mètres, ou même qu'il ne doit pas émettre de lumière différentes. Généralement, on va utiliser la lumière rouge. Vous allez constater qu'à l'arrière, ces feux-là sont de couleur rouge et qui n'éclairent pas fort juste parce qu'on va signaler. Il va être placé soit aux angles pour montrer la dimension du véhicule qu'on va dépasser, qu'on va croiser. Il peut être placé en haut, donc là, c'est à l'arrière. Et on va avoir généralement les feux stop qu'on connaît. On va avoir les feux de freinage. Quand on freine le feu, c'est automatique, ça va s'allumer. On va avoir les feux de marche arrière et d'autres feux derrière. Et puis, bon, bien évidemment, les clignotants qui vont servir aussi à indiquer les manœuvres. Ça a l'air tellement fluide comme ça, fluette avec vous, mais Monsieur Ekou, vous savez très bien que ce n'est pas si naturel pour la plupart des gens. Alors, on va essayer de passer un véhicule en revue et puis nous définir le positionnement vraiment indiqué pour chaque éclairage d'un véhicule et leur utilité aussi. En fonction du type de véhicule, les positionnements vont varier. On va prendre un véhicule particulier qu'on connaît très souvent. Donc, généralement, les feux d'éclairage vont être à l'avant et puis les feux de signalisation vont être à l'arrière. Mais ce n'est pas dans tous les cas, parce que certains feux vont être à la fois à l'avant et à l'arrière pour juste signaler plusieurs manœuvres à effectuer. Donc, les phares, bien évidemment, les automobilistes, les constructeurs ont tellement évolué que des fois, les mêmes feux vont jouer plusieurs fonctions. Les phares, tout le monde les connaît, c'est ce qu'on les voit la nuit, c'est ce qu'on allume en premier. Généralement, il est réglé sur automatique pour beaucoup de véhicules, donc il est facile de les enclencher dès que vous mettez le moteur en marche, il s'allume. Donc on a perdu l'habitude de les régler, mais on peut les régler. Les phares éclairent moins fort que les codes phares. La règle veut qu'on utilise les codes phares lorsqu'on ne fait pas de croisement, c'est pourquoi on dit feu de croisement. Donc finalement, on va utiliser les phares, c'est ce qu'on voit très souvent à l'avant de la voiture. On va avoir 2 phares, et il va avoir 2 phares, et les 2 phares peuvent jouer le rôle de code phare, c'est-à-dire que l'intensité va augmenter selon qu'on va actionner un levier sur le volant qu'on est habitué à avoir. Il y a le levier qu'on utilise beaucoup sur le volant pour les codes phares. Donc c'est ce qu'on va appeler les feux de route et les feux de croisement. Ils sont dans le même dispositif, sauf qu'en fonction de la manette qu'on va actionner, ils vont soit éclairer plus fort, donc ils deviennent des codes phares, ils vont éclairer moins fort, ils deviennent des feux de croisement. Les codes phares qu'on utilise n'importe comment, hein, sur nos routes. En principe, c'est vrai que c'est un peu compliqué. La règle veut qu'on utilise les feux de route, puisque les codes phares sont des feux de route. Mais on dit qu'on utilise les feux de route lorsqu'on ne va pas croiser notre véhicule. Et comme dans la pratique de la conduite, il y a plus de situations où on croise les véhicules, donc on est plus contraint à utiliser les feux de croisement que le code phare. Donc, généralement, quand la voie est mal éclairée, qu'on est seul sur l'autoroute, mais sur une voie, l'idéal, c'est d'utiliser les codes phares. D'accord? Maintenant, pour les feux de signalisation, on les connaît très souvent, puisque c'est très souvent automatique, donc on n'a pas l'habitude de faire attention. Quand vous freinez, automatiquement, ça va s'allumer derrière. Donc, très souvent, on n'actionne pas ça. Quand vous faites marche arrière, ça va s'actionner automatiquement, on n'actionne pas ça. Mais c'est tout ce qui est derrière le véhicule qui permet de vous faire signaler à 30 mètres au moins des autres usagers. Alors, Monsieur Ekou, dites-nous, l'éclairage et les signalisations, ils sont identiques pour tout type de véhicule ou il y a des différenciations? En principe, les caractéristiques sont identiques, sauf qu'en fonction du type de véhicule, on va soit augmenter le nombre. Par exemple, pour des poids, il va y avoir plus de feux pour signaler la présence du véhicule. Il va y avoir même des feux de gabarit. Et en fonction aussi de la voiture, du type de véhicule, il va y avoir aussi les dimensions même imposées pour les phares, les feux. À part ça, c'est les mêmes fonctions. Les véhicules doivent avoir des feux de route, des feux de croisement, des feux de position. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est feu de recul, feu à l'arrêt de la voiture. Maintenant, pour certains types de véhicules comme les motos,
il va y avoir moins de feux par rapport à, comme je dis, à la taille du véhicule, par rapport à l'utilité qu'on va faire. En fonction de gabarit. En fonction du gabarit aussi, voilà. Okay. Alors, dans nos échanges aussi, vous allez nous parler des sanctions. Hein. C'est vrai qu'on a identifié, on a donné un peu le rôle de différents feux. Quelles sont les sanctions pour des utilisations non conformes de feux de véhicules? Je vais lire des sanctions parce que très souvent, quand on le dit, on a l'impression que on peut l'utiliser à tout va. Oui. C'est, comme je le rappelais au début, c'est très réglementé. Le code impose à tous les véhicules d'avoir des feux en bon état de marche et bien entretenus, et puis de savoir les utiliser. Donc, généralement, on va faire des erreurs. Par exemple, en temps de pluie, on aura tendance à utiliser des clignotants. Là, il faut peut-être utiliser des feux de position si la pluie n'est pas assez forte, ou des feux de brouillard si la visibilité est quasiment réduite. D'accord? Et quand on est stationné et qu'il n'y a pas suffisamment d'éclairage, il faut peut-être utiliser les feux de position pour signaler sa présence. Et le non-usage, par exemple, le défaut d'éclairage et de signalisation d'un véhicule constitue une contravention de troisième classe. Donc, puni d'une amende de 10 000 à 360 000 francs et de 10 jours d'emprisonnement. Et bien évidemment, il y a l'amende forfaitaire qui peut être mise. Le phare coûte moins cher que ça. C'est le défaut d'éclairage. Ah oui, le phare coûte beaucoup moins cher que ça. Il faut l'entretenir. L'usage des feux de croisement. Enfin, le non-usage, je veux le dire. Oui. Vous êtes en train de circuler, vous avez des codes phares, vous croisez notre automobiliste, vous ne changez pas, vous ne basculez pas en feu de croisement, vous commettez une infraction, qui est une contravention de troisième classe également. Donc, c'est la même sanction, 10 000, 360 000 francs, et puis bon, 10 jours d'emprisonnement. Il peut même arriver à ce que la voiture soit immobilisée si on n'arrive pas à faire les réglages qu'il faut. Et puis, bien évidemment, lorsque vous n'avez pas les feux, c'est aussi une infraction. Vous allez peut-être échouer à la visite technique. Vous allez même engager votre responsabilité en cas d'accident ou d'incident. En tout cas, ces dispositions et ce dispositif est très réglementé. Il va falloir se mettre tout simplement à jour et vérifier l'effectivité et on va dire même l'essence même des feux sur les véhicules pour qu'ils puissent être à jour. Merci à vous, Monsieur Ekou, pour toutes ces informations-là. Nous, on part maintenant pour recevoir Gabriel Zani et son invité. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, vous êtes dans Matin Bonheur et vous suivez Instant Vérité. Bienvenue si vous nous rejoignez. Alors, les législatives de mars 2021 approchent à grands pas. Les femmes sont sollicitées par les formations politiques pour être au premier plan de la mobilisation. Pourtant, sur les listes électorales, elles sont reléguées au second rôle. RHDP, PDCI, FPI, EDS, UDPCI, ces grandes formations politiques n'échappent pas à ce fait. Alors pourquoi cette marginalisation des femmes en politique? 29 femmes députées sur 226 hommes, 8 sénatrices, élues sur 58 hommes dans la législature qui s'achève. Les femmes n'ont-elles pas le droit, mesdames et messieurs, aussi de porter les couleurs des partis politiques? Quelle est la participation exacte des femmes et quelle est la situation de leur situation dans les partis politiques? Et enfin, mesdames et messieurs, qu'en est-il exactement de la loi sur le quota de 30% de femmes dans les assemblées élues? Nous sommes effectivement dans Instant Vérité avec Fanta Fofana Kaba ce lundi 1er février. Alors, pour apporter des réponses à ces interrogations, Fanta Fofana Kaba est secrétaire exécutif de l'Observatoire national de l'équité et du genre. Alors, bonjour madame. Bonjour. Et bienvenue à Instant Vérité. Alors, Fanta Fofana Kaba, vous êtes secrétaire exécutif de l'ONEG. L'ONEG, c'est l'Observatoire national de l'équité et du genre, rattaché au cabinet du Premier ministre. Alors, vous avez été saisi par des femmes afin de plaider auprès de leur formation politique pour qu'elles soient retenues sur les listes électorales. Et ces listes des partis politiques viennent d'être publiées par la CEI. Alors, quel bilan faites-vous de la saisine de l'ONEG par les femmes? Bien. Les femmes, elles se sont adressées à la structure gouvernementale dont elles ont pensé qu'elles pourraient porter leur voix auprès de leurs premiers responsables. Parce que l'Observatoire, comme son nom l'indique, est chargé de vérifier, de veiller à ce que l'équité qui conduit à l'égalité entre les hommes et les femmes soit respectée en Côte d'Ivoire. Et nous étions même en train de préparer des courriers à l'adresse des responsables des principaux partis politiques pour leur rappeler la loi 2019
870 visant à relever la présence féminine dans les instances, dans les assemblées élues, quand nous avons reçu des appels de certaines femmes appelant à un véritable SOS. Et donc, nous avons écrit aux partis politiques, les femmes même nous ont dit pour certains partis politiques de nous adresser directement au président. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, de tous ces partis politiques, un seul a réagi. Il nous a reçus, nous sommes allés le voir. Il faut le dire, hein, parce qu'il mérite des félicitations. Il s'agit du président Mabry Touakeus de l'UDPCI. Alors, voilà. Donc c'est lui qui vous a reçu. Oui. Est-ce que la loi sur le quota de 30% des femmes dans les assemblées élues, alors est-ce que cette loi-là a été respectée par les partis politiques? Bon, oui. Dans les listes électorales qui viennent d'être publiées par la CEI. Oui, elles ont été respectées selon la loi électorale. Ce n'est pas tellement le code électoral. Oui. Ce n'est pas tellement selon la loi qui a été votée, mais en 2019. Voilà. Alors pourquoi? Parce que la CEI qui organise les élections en Côte d'Ivoire a un code électoral. Et tant que les dispositions d'une loi ne sont pas incluses dans le code électoral, ils ne se sentent pas obligés de l'appliquer. Ils ne sont pas tenus d'appliquer cette loi. Voilà. Alors, à votre avis, est-ce que la loi de 2019, est-ce qu'elle est bonne vraiment pour les femmes? C'est une loi qui a une histoire. Et cette histoire est tellement longue, le processus a été tellement long qu'on se dit qu'on ne va pas faire l'histoire, mais il est nécessaire de comprendre pourquoi est-ce que les femmes ont dû accepter cette loi. Les femmes ivoiriennes... Mais est-ce que la loi est bonne? Non, cette loi, elle comporte beaucoup d'insuffisances, il faut le dire. Elle comporte tellement d'insuffisances qu'à certains moments, on a l'impression qu'on s'est laissé flouer. Voilà, il faut utiliser les termes qu'il faut. On s'est laissé tromper. Parce que, vous savez, la loi, on a pensé que c'était une obligation pour tous les partis politiques de faire en sorte qu'au finish, il y ait 30% de femmes candidates émanant des partis politiques. Oui. Mais en réalité, les 30% n'ont été valables que pour les circonscriptions à plus de 3 sièges. De 2 sièges? À plus de 3 sièges. Oui. Voyez-vous, il y en a combien? Il y a combien de circonscriptions? Donc finalement, la loi n'a pas servi. C'est ce que vous voulez dire ce matin? Oui, mais elle a servi dans la mesure où, au moins pour ces circonscriptions, les partis politiques ont fait l'effort de respecter les 30%. Alors finalement, la question que les Ivoiriens se posent, c'est la fonction même des structures féminines au sein des partis politiques. Attends, ces structures féminines-là font-elles réellement la promotion des femmes dans les partis politiques? Bon, cette question, je pense que c'est aux militantes des partis politiques. Vous êtes l'Observatoire de l'équité du genre. C'est à vous de regarder les structures féminines pour savoir si elles travaillent vraiment pour les femmes. Nous avons commencé à faire un petit travail. Nous menons une petite enquête, mais vous savez, les femmes, elles n'ont pas toujours le courage de leurs opinions. Par exemple, quand on leur pose des questions, on veut bien vous répondre, mais je vous en prie, faites en sorte qu'on ne sache pas que c'est nous qui vous l'avons dit. Sinon, de manière... il arrive que les femmes nous disent que en politique, on ne vient pas pour faire le lit d'une autre personne. Mais justement, les femmes, elles le savent. Oui. Est-ce que l'ONEG a entrepris des formations dans ce sens-là? Non, l'ONEG n'est pas une structure d'exécution. Oui, mais en même temps, l'ONEG peut conseiller. Attire l'attention, justement. L'ONEG est avec toutes les organisations féminines en Côte d'Ivoire qui renforcent les capacités en leadership politique des femmes. Et l'ONEG travaille aussi très assidûment avec le ministère en charge de la femme, voilà, qui lui fait des formations de ce genre-là. Alors, Madame Yaya Fofana Kaba, vous êtes donc la secrétaire exécutive de l'ONEG, l'ONEG qui est l'Observatoire national de l'équité et du genre, une structure rattachée au cabinet du Premier ministre. Alors,
617 conseillères municipales sur 3493 hommes, 15 femmes maires sur 185 hommes et une femme présidente de conseil régional sur 30 hommes. Alors, madame, ces chiffres montrent bien que les partis politiques proposent plus d'hommes que de femmes au poste électif. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans les partis politiques? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, que les chiffres sont assez parlants. Il y a comme une certaine misogynie dans les partis politiques. Et pourtant, ce ne sont pas les femmes vaillantes qui manquent dans ces partis politiques-là. Elles constituent le gros lot des personnes les plus régulières. Oui, mais donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les partis politiques ne présentent pas les femmes? Est-ce que le problème, ce sont les femmes elles-mêmes? Ou bien, comme vous avez si bien dit, ce sont les hommes qui ne veulent pas laisser la place aux femmes? Souvent, l'argument est que les femmes ne sont pas dynamiques, les femmes ne veulent pas, mais je ne pense pas que ce soit la vérité parce que même si l'ensemble des femmes, toutes les femmes ne sont pas dynamiques, d'ailleurs, ce n'est pas vrai que toutes les femmes ne sont pas dynamiques. Les femmes il y en a qui sont dynamiques et qui veulent, qui ont de l'ambition. Mais ce sont les femmes qui sont les grandes mobilisatrices. N'est-ce pas? Les grandes mobilisatrices, pardon, voilà, dans les partis politiques. Oui. Comment elles ne sont pas dynamiques? Et elles ont pris d'ailleurs conscience du fait que de la nécessité pour elles de participer dans les instances de prise de décision. Donc, les femmes sont volontaires. Il y en a plusieurs qui sont venus nous voir, et pas des moindres, dont la candidature a été rejetée lors des arbitrages. Et sur la base de quoi? Voilà, je dirais que c'est sur la base, c'est de l'arbitraire, parce que ces femmes, elles rassemblent toutes les conditions pour être de bonnes parlementaires. Alors, vous dressez vraiment un triste tableau qui ne laisse aucune chance à la femme de s'exprimer, bien plus en période électorale. Alors, dites-nous, qu'est-ce que l'on pourrait donc attendre des femmes en période électorale? Est-ce qu'il y a pas une solidarité féminine qui pourrait jouer dans le sens de pouvoir donner la place aux femmes dans les partis politiques? Bien sûr, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ici, les gens sont très politisés à l'intérieur des chapelles politiques. Et c'est bien que je suis obligée de vous dire que ce n'est pas pour demain, la veille du jour, où on constatera cette solidarité féminine. Voilà. Mais pourquoi? Est-ce que les femmes se sentent des rivales en politique? Qu'est-ce qui se passe? Les hommes font la place aux hommes. Oui. Mais on a constaté que les femmes ne font pas la place aux femmes. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'elles ont mal compris, elles comprennent mal, comment dirais-je, la solidarité. Parce que il y a comme un relent de jalousie, de personnes qui s'agrippent à des postes et qui pensent qu'elles ont leur place et qu'il ne faudrait pas faire de la place à une autre qui viendrait leur discuter cette place-là. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Alors, les conséquences de cette sous-représentation des femmes, selon vous, c'est un déficit de démocratie, selon ce que vous avez dit dans l'une de vos interviews. Vous avez même dit que c'est une violation des droits humains des femmes et un problème de développement. Alors, quel est votre avis Oui, bien sûr. Bien sûr, quand on prend les statistiques en matière de population, et qu'on se rend compte que quand même les femmes sont presque la moitié de la population et qu'elles ne sont pas suffisamment représentées dans les assemblées élues, on pourrait évoquer un cas de démocratie. C'est comme si on les écartait. Est-ce que vous comprenez? Et à la longue, dans certains pays, cela même a failli poser des problèmes de cohésion sociale. Voilà. Bien. Alors, quelles sont aujourd'hui les propositions faites par votre structure aux autorités compétentes? Peut-être qu'il va falloir... Il faut traiter au bout d'un moment. Heureusement qu'il y a encore d'autres élections où les candidatures seront des listes, comme pour l'élection des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, etc. Bon, là encore, peut-être que la loi, on aurait plus de facilité d'appliquer cette loi. Mais à la longue et dans un proche avenir, il va falloir amender, il va falloir revoir cette loi pour y mettre peut-être des dispositions un peu contraignantes.
J'ai eu le temps de parcourir la liste qui a été affichée par la CEI hier et je vous assure qu'il y a certains, surtout parmi les indépendants, qui ont fait l'effort, parfois même de mettre davantage de femmes dans les listes où il y a plus où il y a 6 candidats. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, il y en a même qui, lorsqu'il n'y a que deux sièges, ont mis un point d'honneur à respecter la parité. Alors, dans un pays où le déficit de représentation des femmes dans les assemblées élues est aussi criard que la Côte d'Ivoire, de sorte que la Côte d'Ivoire, dans les classements internationaux, n'occupe pas des rangs du tout honorables. Mais j'ai envie de vous dire que, madame, votre structure est rattachée au cabinet du Premier ministre. Oui. Alors, il suffit juste de frapper la porte pour qu'il vous ouvre, oui, que vous expliquiez, voilà, toute... oui, bien sûr, nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous avons préparé un rapport sur... Que fait l'ONEG? Les rapports, on en fait tout le temps. Les plaidoyers, on en fait tout le temps. Mais finalement, on ne voit pas vraiment les lignes qui bougent. Nous allons défendre ce rapport-là. Oui. Parce qu'il faut que les autorités sachent que le fait que les femmes représentent, elles exigent leur présence dans les instances de prise de décision, ce n'est pas pour le plaisir de le faire, mais c'est une obligation aujourd'hui. Quand on parle de développement, il faut absolument que le développement se fasse de façon... On attend aussi de l'ONEG... consensuelle. Oui, des actions fortes. Oui. Alors, Fanta Fofana Kaba, oui, vous êtes la secrétaire exécutive de l'ONEG, l'Observatoire national de l'équité et du genre, une structure rattachée, je le répète, à volonté au cabinet du Premier ministre. Le Premier ministre aura, il entendra, on lui fera le compte rendu de tout ce qui a été fait en matière de collecte des données. Kaba, alors, merci donc d'être venu nous éclairer sur ces éléments de compréhension sur la promotion de la femme en Côte d'Ivoire. Alors, mesdames et messieurs, merci donc pour votre contribution au débat. Restez avec nous sur RTI 1. Matin Bonheur se poursuit. Effectivement, investissement avec notre expert en la matière, M. Guy Abi-Nogues. Le sujet avait été effleuré la semaine dernière. Nous allons le poursuivre pour cette semaine. Où et comment bien placer son argent en 2021? On fera sûrement des petites piqûres de rappel selon les profils et ainsi diriger les différentes personnes vers les placements idoines. Bonjour, M. Guy Abi-Nogues. Bonjour, Ali. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, nous sommes en 2021 et nous amorçons même le deuxième mois de 2021. La question, elle est directe. Comment s'orienter pour investir cette année? Alors, vous savez, nous avions dit ici la fois dernière sur ce plateau que quand vous voulez regarder votre portefeuille d'investissement par rapport donc, à une nouvelle année, vous avez un bilan à faire. Et ce bilan doit vous amener à regarder donc, les lignes de votre portefeuille d'investissement, regardez également les secteurs de votre portefeuille d'investissement et regardez éventuellement les zones géographiques qui apparaissent dans votre portefeuille d'investissement. Une fois que vous avez fait tout cela, vous êtes maintenant en mesure notamment de réajuster votre portefeuille d'investissement, analyser les différentes performances qui ont été obtenues ici et là et regarder dans le marché pour voir est-ce qu'il y a une nouvelle donne que vous devez prendre en compte dans l'ajustement de votre portefeuille d'investissement. Nous avions dit également que oui, il y avait une nouvelle donne, notamment avec la Covid-19, qui a amené les différents gouvernements du monde entier, y compris donc le nôtre, à prendre des mesures pour soutenir les entreprises et éventuellement donc les personnes. Et les banques centrales, y compris donc la nôtre, la BCAO, a également pris donc des mesures importantes pour soutenir l'économie et soutenir le marché financier. Tout cela fait que nous sommes retrouvés dans une situation qui a entraîné donc les taux à la baisse, notamment les taux d'intérêt à la baisse, si bien que toutes les personnes qui avaient, j'allais dire, des placements à terme auprès donc des banques ont vu leurs intérêts juste couvrir notamment le taux d'inflation, les taux d'inflation qui se sont donc suivis par rapport donc à tout cela. Alors, Alix l'a dit, et c'est bien de le signifier, nous sommes en 2021. Nous sommes en début d'année. Alors, pour notre exploiteur et peut-être pour nous aussi, parce qu'on a envie d'investir, pourquoi pas, quels sont les meilleurs placements en 2021? Alors, les meilleurs placements en 2021, vous les trouverez sur le marché des actions. Pourquoi? Vous avez des secteurs qui aujourd'hui sont vraiment en ébullition, notamment le secteur de la santé.
Quand je parle d'ébullition, ébullition positive. Hein. Je parle de la santé, en ce sens où il y a des recherches qui se poursuivent, notamment pour améliorer la qualité donc, du vaccin sur la Covid-19. Vous avez également le secteur de l'économie numérique avec toutes ces nouvelles habitudes qui sont nées du fait notamment du télétravail. Vous avez également donc, le secteur de la distribution. Vous vous êtes bien rendu compte en Côte d'Ivoire, par exemple, que des habitudes nouvelles sont nées. On ne se déplace plus, on commande. Oui. La plupart donc, des biens dont nous avons besoin et les biens nous sont donc livrés donc, à la maison. Donc le secteur de la distribution est aujourd'hui en pleine ébullition. Et vous avez le secteur notamment de la banque et de la finance qui est un secteur qui lui va être appelé à soutenir l'économie. Ça va être un secteur qui sera fortement sollicité par les entreprises. Et donc ce sont des secteurs dans lesquels il va falloir donc investir pour 2021. Alors, c'est sûr qu'il faut un préalable, hein, selon les agrégats exogènes que nous avons ici par rapport au marché économique. Mais pour les différents profils, hein, on ne va pas revenir là-dessus, je suis sûre que nos téléspectateurs sont très assidus. Pour les différents profils, comment pratiquement se diriger vers un investissement pour cette année 2020 et en fonction des tendances, bien sûr. Mais oui, justement, quand vous vous trouvez dans cette situation avec cette donne nouvelle affecte tous les profils d'investissement. Ah, d'accord. Que vous soyez d'un profil prudent, d'un profil équilibré ou d'un profil agressif, vous êtes appelé à revoir la structure de votre portefeuille d'investissement. Parce que quelque part, vous avez été affecté par ce qui s'est passé sur le marché. Regardez par exemple, le BRVM10 en 2019, ici en Côte d'Ivoire, avait perdu seulement 3,4% de sa valeur. En 2020, le BRVM10, je précise, qui est l'indice des 10 valeurs les plus actives du marché financier et qui indique la dynamique du marché financier, ce BRVM10 avait perdu 12%. Là, au 31 janvier 2021, le BRVM10 a perdu 13% de sa valeur. Donc vous comprenez que nous sommes dans une situation où il va falloir donc effectivement réajuster son portefeuille d'investissement. Ça dégringole finalement. Ça dégringole pour tenir compte de la dynamique du marché. Ça dégringole pourquoi? Parce que des ajustements nécessaires n'ont pas encore été opérés au niveau de la bourse. Parce que cet indice-là qui indique la vitalité du marché est un indice pour lequel la bourse procède à des ajustements de manière trimestrielle. Ben là, pour ce premier trimestre, ça n'a pas encore été fait. Vous venez d'abreuver le scepticisme des potentiels investisseurs. Quelle est l'alternative que vous proposez? Ah non, l'alternative, elle est toute simple. Il faut simplement, comme j'ai dit, rester focus sur le marché des actions. C'est là où vous allez vraiment tirer de la croissance par rapport à votre portefeuille d'investissement. Absolument. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure, le marché des actions va être un marché vraiment en ébullition. Toutes ces entreprises qui ont connu des difficultés ces dernières années, enfin notamment cette année-là, vont pour la plupart rechercher donc à financer leurs investissements. Alors, la recherche de ce financement va se faire soit par l'émission d'actions nouvelles, donc augmentation de capital, émission d'actions nouvelles. Donc tout cela va se passer donc à la cote. Ça va donc permettre de disposer donc davantage d'actions sur le marché. Vous voyez, donc le marché des actions en lui-même, c'est un marché vraiment qu'il va falloir suivre de près. Alors, vous parlez d'alternatives d'un côté, on parle de chute, de baisse des marchés d'un autre. En 2021, c'est vrai qu'en 2020, on a connu la Covid-19. Hein. En 2021, quels sont les pièges à éviter? Non, il n'y a pas de piège à proprement parler. Ouais. Pourquoi? Je vous ai dit ici tantôt sur ce plateau que lorsque vous entrez dans une dynamique avec un portefeuille d'investissement, il va falloir que vous affichez de la patience par rapport à ce qui se passe sur le marché. La volatilité du marché, aujourd'hui, répond à quelque chose de précis. Voyez, et le marché est en train de s'ajuster tout doucement. Sur les places financières internationales, on commence déjà à avoir un certain ajustement du marché. Et nous, ici, le marché va finir donc par s'ajuster tout doucement. Et tout cela, il faut faire preuve de patience. Et justement, la patience qui pourrait nous emmener à la résilience que nous avons adoptée avec cette pandémie-là exclusivement, parce qu'il y a d'autres agrégats qui peuvent intervenir, parce que ça reste toutefois providentiel. Il y a quand même de nouveaux hubs qui s'offrent à nous en matière d'opportunités. Tout à fait. Quels sont ces hubs-là vers lesquels Alors, il y a principalement le marché, j'allais dire, des obligations. Pourquoi encore? Parce que là aussi, les entreprises vont émettre des obligations sur le marché pour rechercher des financements nouveaux pour notamment les accompagner dans leurs investissements. Et elles vont émettre des obligations sur le marché. Même l'État
L'État, dans sa politique de développement, va également émettre, c'est sûr, des obligations sur le marché. Et cela va donc accroître la panoplie donc, des produits financiers qui seraient disponibles pour l'année 2021 sur le marché et permettrait donc à tout un chacun, à tous ceux qui détiennent des portefeuilles d'investissement, de pouvoir donc acheter ces titres-là pour les placer dans leur portefeuille d'investissement. Alors, je reste dans la même logique qu'Alix et je m'intéresse à ces personnes qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Quelle démarche à suivre pour ces personnes-là, par exemple? Par exemple, pour toute personne extérieure donc, à la Côte d'Ivoire, vous savez, le marché est structuré. Oui. Ces personnes-là peuvent directement s'adresser à tous les spécialistes qui sont agréés et qui fonctionnent ici sur ce marché, qui interviennent sur ce marché-là, s'adresser directement donc, à ces spécialistes-là pour pouvoir faire les opérations d'investissement pour leur compte. Alors, au titre de tout ce qui pourrait être vu comme innovation, on nous parle tantôt d'intelligence artificielle, d'agrotech, ce genre de choses. Quelle est la réalité avec notre écosystème ici en Côte d'Ivoire? Mais la réalité est que par rapport donc à notre écosystème, nous sommes légèrement en déphasage. Nous n'avons pas encore tous les outils pour pouvoir nous mettre au niveau des pays vraiment industrialisés. Je crois que ça démarre tout doucement, mais ça démarre vraiment sûrement. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir certains spécialistes de la place qui ont des compétences donc, avérées dans le domaine donc, de l'intelligence artificielle. Même au niveau de l'agrotech, nous avons donc, des spécialistes aujourd'hui qui apparaissent ici et là. Et je pense que d'ici 2-3 ans, on verra vraiment des avancées positives, vraiment significatives par rapport donc, à ces différents secteurs. Alors, avant de poursuivre avec nos échanges, soyons plus à l'aise dans cette émission. Et puis, disons comme ça à nos téléspectateurs, le point du marché aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ou des marchés en Côte d'Ivoire. Alors, le marché en Côte d'Ivoire, c'est un marché qui se porte très bien, malgré la baisse que nous constatons. Vous savez, la moyenne, j'allais dire, des rendements dégagés par la Bourse régionale des valeurs mobilières, la moyenne est de l'ordre de 10%. Voyez, ce n'est pas parce que sur ces dernières années, la bourse a enregistré donc, j'allais dire, une baisse potentielle et que tout le monde devrait donc s'affoler. Non. Je vous ai dit ici que lorsque vous avez une baisse dans votre portefeuille d'investissement, même si elle est indiquée par les indices de la bourse, le BRVM 10 et le BRVM Composite, ce ne sont que des pertes potentielles. Pourquoi? Tant que vous n'avez pas liquidé la structure de votre portefeuille entièrement, ce ne sont que des pertes potentielles. Là, par exemple, vous avez un portefeuille, j'allais dire, d'1 million de francs CFA. On vous dit que le marché est en baisse de 13%. Concrètement, ça veut dire quoi? Que vous avez perdu à peu près 130 000 francs CFA. Mais tant que vous n'avez pas liquidé votre portefeuille d'investissement, tant que vous n'avez pas vendu les différents éléments qui se composent votre portefeuille d'investissement, la perte n'est que potentielle. Certainement qu'à la fin du mois de février ou à la fin du mois de mars, je viendrai vous dire ici que la bourse est remontée, est repartie donc à la hausse et que nous sommes par exemple en hausse de 5 ou 6%. Pourquoi pas? Ben oui, tout à fait. Et on espère, parce que c'est ce que nous voulons pour nos téléspectateurs. Et vous nous parlez à chaque fois d'un point focal, à savoir le portefeuille d'investissement. Comment le constituer pour nos téléspectateurs? Parce que c'est à partir de là qu'on pourrait saisir toutes les opportunités qui s'offriront très bientôt, je pense. Oui, c'est une question vraiment intéressante parce que je pense que ça fera donc partie d'un des sujets de la thématique. C'est ce qu'on appelle donc l'allocation d'actifs. Voyez, quand vous avez un portefeuille d'investissement, comment vous devez le constituer? Vous pouvez décider de le constituer soit par ligne, soit par secteur d'activité, soit par zone géographique. Je peux dire par exemple, en ce qui concerne la BRVM, j'ai des sociétés par exemple qui sont très intéressantes au Sénégal. Pourquoi ne pas mettre donc le Sénégal dans mon portefeuille d'investissement? Ou j'ai des sociétés qui sont très intéressantes au Niger. Pourquoi ne pas mettre ces sociétés-là dans mon portefeuille d'investissement? Maintenant, quand je descends au niveau des secteurs, je dis par exemple, j'ai le secteur de la finance, où j'ai toutes les banques de la place qui sont donc aux côtés. J'ai par exemple le secteur de la distribution, où j'ai toutes les sociétés pétrolières et autres qui sont également aux côtés. Je peux me dire, pourquoi ne pas donc mettre ces secteurs-là dans mon portefeuille d'investissement? Vous avez un secteur tel que le secteur donc des services publics qui compose toutes les sociétés de télécom et toutes les sociétés de services publics telles que l'électricité et l'eau. Pourquoi ne pas les avoir dans mon portefeuille d'investissement? Vous voyez? Donc vous avez une panoplie de possibilités qui s'offrent à vous. Et là, encore une fois, il y a un élément primordial qu'il ne faut pas oublier. Tout cela dépend de votre profil d'investisseur. Bien constituer le portefeuille, avoir des ressources nécessaires et placer aussi son argent souvent aussi en dehors des banques. Exactement.
Exactement, on peut le faire. On peut le faire. Justement, le marché financier offre donc la possibilité de placer son argent en dehors des banques où vous allez donc avoir des rentabilités qui sont plus élevées que la rentabilité donc, des banques. D'ailleurs, la crise nous le démontre très bien. Si vous avez aujourd'hui un compte d'épargne ou un dépôt à terme, si le dépôt à terme n'a pas été, j'allais dire, très bien négocié, que vous êtes en deçà, mettons, de 4%, il est sûr que les taux d'intérêt que vous allez toucher ne servent simplement qu'à couvrir le taux d'inflation du marché. Et tout ceci est couché sur le lit de l'information et de l'encadrement, justement pour nos téléspectateurs, où se diriger, à l'instar de ces 30 minutes, on va dire hebdomadaires, que nous offrons pour savoir les usages de l'investissement, où se diriger après mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à samedi. Mais justement, dans tout le long de cette semaine, vous avez tous les grands acteurs qui sont là, qui n'attendent que vous. Vous avez des acteurs qui sont, j'allais dire, très proches, notamment de toutes les banques de la place. Ce sont donc les spécialistes du marché, les sociétés de gestion d'intermédiation agréées par le conseil régional. Vous avez les sociétés de gestion de patrimoine. Vous avez les sociétés de gestion d'OPCVM qui n'attendent que vous. Et toutes ces sociétés-là sont sur la place d'Abidjan. Elles existent, elles fonctionnent, j'allais dire, depuis 1998 sur la place d'Abidjan. Et il est bon, on fera justement un sujet sur tous ces éléments-là pour donner davantage d'informations, notamment sur tous ces intervenants agréés par rapport au marché financier régional. Donc vous comprenez aisément qu'il faut aussi se tourner vers ces personnes pour avoir des conseils et savoir comment placer son argent. Alors, on va rester un peu sur le sujet. Quelles sont les causes d'échec en termes de placement d'argent, à part peut-être ne pas consulter ces experts? Alors, les causes résident notamment dans les choix que vous pouvez faire. Vous savez, je vous ai dit ici, si par exemple Alice décide d'acheter une valeur donnée, il n'y a pas de raison que vous allez acheter la même valeur qu'Alice. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément la même sensibilité qu'elle par rapport à cette valeur-là. Alors donc, il faut éviter ce que j'appelle donc le mimétisme. Voilà, le mimétisme. Voyez, il faut éviter donc le mimétisme. Si vous allez acheter la même valeur qu'Alice, alors que vous n'avez pas la même sensibilité qu'elle par rapport donc à ce titre donné, mais il va sans dire que en fin de journée, comme on le dit, votre portefeuille d'investissement ne va pas du tout refléter votre profil d'investisseur. Et là, c'est un échec qui est complètement assuré. En somme, connais-toi pour savoir où placer ton argent en 2021. On espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit ici avec notre expert sur où placer son argent pour cette année nouvelle. Mesdames et messieurs, on a été très heureux d'être en votre compagnie depuis 6h25 à 2 et on va poursuivre encore pour le reste de la semaine. Bien sûr, et avec beaucoup de plaisir, on se retrouve demain. Que Dieu vous garde. Au revoir. Au revoir.